On va parler ce soir du Ghana, les premiers essais d'un vaccin contre le paludisme expérimenté dans le pays. Le Bénin ou l'opposition demande à Patrice Talon d'annuler le scrutin. L'Algérie, l'armée dénonce des détournements de fonds publics. Et puis le Togo, nous évoquerons le 1er mai, l'annonce de revalorisation des salaires en 2019, annonce du chef de l'État. Pour évoquer ces sujets, je reçois ce 1er mai Francisco Napokura. Bonsoir Francisco. Bonsoir téléspectateurs. Disons, bonne fête de 1er mai à tous les travailleurs et prions que les chômeurs trouvent du travail pour leur organisation. Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux aînés. Basile Ago, Freedom Fighters, bonsoir Basile. Bonsoir Samuel, bonsoir aux amis téléspectateurs de New World TV et bonne fête des travailleurs. Bon, tout à l'heure, quand Francisco a parlé de chômeur, je me suis demandé, le chômeur, c'est qui finalement? C'est celui-là qui n'a pas de travail, qui a de qualification, qui n'en a pas? Le chômeur, c'est celui qui a travaillé une fois et qui a perdu son emploi. Alors, le sans-travail, c'est celui qui n'a jamais travaillé. Donc, il parle de ceux qui ont perdu peut-être leur emploi, mais il n'a pas parlé de ceux qui n'en ont jamais fait. Non, communément, quand on parle de... Donc, c'est les sans-emploi. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on aille... il faut qu'on parle le français facile. Le chômeur, en général, c'est celui qui n'a pas d'emploi, mais qui a toutes les qualifications, mais qui ne trouve pas, qui cherche ou bien qui a déjà une fois cherché, mais qui n'a pas trouvé. Voilà. Mais pas celui qui reste à la maison, qui dit il n'y a pas de travail. Non. Il faut qu'il dépose au moins un dossier quelque part et cherche et qu'il ne trouve pas. Voilà. Il y a aussi cette idée, Germain Pouli, de chercher du travail. Pourquoi toujours en chercher? Pourquoi ne pas en créer? Oui, c'est ça la difficulté. On ne voit pas beaucoup d'opportunités, on n'a pas assez d'idées d'entreprise. C'est aussi la formation. On est tellement formé à écrire des lettres de demande d'emploi qu'on ne sait pas en créer aussi. C'est pas la formation, c'est un raccourci, c'est peut-être la facilité ou peut-être parfois ce sont les diplômes et la formation qui nous amènent à croire qu'on doit forcément travailler pour quelqu'un par rapport à ces diplômes-là, ou quand on a une formation, on se dit on ne peut pas faire autre chose que le secteur dans lequel on est formé. Donc il y a les diplômes, il y a la qualification qu'on a reçue qui font que généralement, il y en a même qui n'ont même pas de diplôme, mais qui cherchent quand même du boulot. C'est un peu dommage. Et alors qu'aujourd'hui, les grands succès, c'est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise privée. Mais je pense que ça commence par venir. Les jeunes Togolais ont compris que l'État et les sociétés privées ou l'informel ne peuvent pas donner du boulot à tout le monde. Oui, mais Samuel, la formation, il faut que la formation soit adaptée au terrain. Quelle est la vision d'abord de l'État? C'est par rapport à ça qu'on planifie la formation. Aujourd'hui, par exemple, je prends le lycée technique. Les lycées techniques qui ont été créés, c'était pour répondre à un problème ponctuel. Mais après, c'est fini, quoi. On a laissé passer les gens, au lieu de revoir, de réorienter les choses. Et on va à l'école, il n'y a pas de... on n'a pas de quelque chose pour dire. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. C'est encore un autre concept qui est sorti et qu'il faut voir. Est-ce que ceux qui entreprennent, qu'est-ce qu'ils font au juste? On dit bien sûr, vous pouvez créer une entreprise en une journée. Vous allez la créer parce que vous avez un frère dans un coin qui vous a dit, bon, créez. Et à la fin des comptes, ceux qui ferment, on n'arrive pas à évaluer. C'est notre problème aujourd'hui. On dit créer l'entrepreneuriat. Vous trouvez deux jeunes, ils parlent, on leur donne le micro, ils disent oui, j'ai sorti les gens, je suis sorti de la pauvreté. Moi, j'ai demandé qu'on me donne la liste de certaines personnes que vraiment on a financé ou bien qui ont créé et qu'on dit qu'ils sont sortis de la pauvreté. Il faut que nous-mêmes on aille les évaluer. On va aller vivre avec eux pendant une journée, une semaine, et pour voir si véritablement ils sont sortis de la pauvreté, mais si ce qu'ils sont en train de faire est pérenne. C'est très important. D'accord. Ouais, donc c'est vrai ce qu'on est en train de dire, parce que c'est vrai, pendant longtemps, les curricula de l'enseignement dans nos pays ne formaient que pour la bureaucratie. C'est-à-dire que le gars, il va faire ses études, il pense, après les études, on va m'embaucher quelque part. Mais je crois que depuis quelques années,
les tendances ont commencé par changer. Les gens ont compris qu'il faut entreprendre. Il faut se donner donc les capacités d'entreprendre. Mais malheureusement, les conseils, les bons conseils ne sont pas donnés. Pour lorsque vous avez une entreprise, la gestion doit être de la rigueur. Et dès lors que vous avez les moyens et que vous ne mettez pas de la rigueur dans la gestion, 2 jours après, 3 jours après, 1 mois après, mais vous fermez. Et donc je crois qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur la formation de l'entrepreneuriat et la gestion d'une entreprise. Pourquoi ne pas peut-être intégrer l'entrepreneuriat dans les curricula de formation? Normalement, je crois que... Parce que moi j'ai regardé, il y a encore quelques jours, je posais la question à des enseignants de ma fille. J'ai vu qu'on a changé les noms des matières qu'on appelait édu civique, tout ça on a changé. J'ai dit, mais j'ai vu les noms changer, mais j'ai vu le contenu reste le même. Oui, non, tout à fait. Il y a chose qui a bougé. C'est vrai, il faut que ça bouge. L'État a l'obligation de revoir complètement les curricula de l'enseignement. Ce que nous avons eu pendant des années, il faudrait qu'on y réfléchisse pour voir ce que ça nous a donné. C'est vrai que tout le monde parle aujourd'hui d'entrepreneuriat. Mais comment faire pour que vraiment l'idée germe au sein de la jeunesse, pour que la jeunesse vraiment prenne le train de l'entrepreneuriat? Au Ghana, par exemple, on n'en parle plus. Les gens, automatiquement, se font former pour entreprendre immédiatement. Et il y a très peu qui cherchent du boulot et aller dans une entreprise ou bien aller dans un bureau. Mais au Ghana, l'idée est automatique chez les jeunes. Malheureusement, ce n'est pas encore automatique chez nous au Togo. Il faudrait en arriver là pour que nous puissions commencer par dire vraiment les jeunes peuvent se prendre en charge. Et lorsque, par exemple, le PNDU, dans le discours du chef de l'État, on dit il faut donner un certain quota pour les jeunes, il faudrait que les jeunes soient formés pour pouvoir arracher ces 25%. Je crois que c'est très important. Bon, ce que j'allais ajouter, ce n'est pas forcément à l'État d'encadrer tout ça. C'est que les parcours sont personnels. Quand je suis jeune, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je vais être demain? Il faut que je sache, et que mes parents m'accompagnent dans ce que je veux être. Alors, vous avez des gens qui ont le bac, c'est une fois à l'université, dit, mais dans quelle filière je vais m'inscrire? Mais c'est assez grave. Donc, je crois que c'est le problème que nous avons. Et vous voyez des étudiants aller dans des BTS, force de vente. C'est la mode maintenant. Donc, tout le monde a le même diplôme alors qu'il n'y a pas de débouché. Et donc, pendant ce temps, on cherche des maçons, on cherche des électriciens, on cherche tout ça. Et les gens, non. Donc, vous voyez 30 000 étudiants, la même année, qui vont tous s'inscrire pour faire la même chose, alors que l'État emploie à peine 70 000 personnes. Donc, je pense que chacun... 70 000, vous avez élevé les chiffres. Oui, ça tourne autour de la cinquantaine de mille. Non, ça tourne autour de 60 000. Donc, je me dis à peu près le double. Ça dit que tous les 2 ans, ce qui sort, l'État ne peut même pas absorber, même si on éliminait tous les fonctionnaires pour les engager. Voilà. Donc, il faut que chacun voit, on dit chacun a un talent, un don. Qu'est-ce que j'ai comme don? Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Et puis après, quelles sont les opportunités réelles qui existent que je peux? Bon, là, je rejoins le doyen pour dire qu'il faut initier les jeunes à l'esprit d'entreprise parce qu'il y a des opportunités qu'on ne perçoit pas vite, qu'on ne voit pas. Il faut qu'on vous ouvre un peu l'œil. Mais après, c'est que nous sommes dans un moule où on se dit c'est l'État nous forme, il doit nous employer. Non, c'est nous qui voulons être quelque chose demain. Si je veux être président demain, il n'y a pas une école pour être président. L'État ne va pas créer une école pour... Mais Germain, vous avez dit quelque chose, il faut qu'on forme les menuisiers et que les gens vont toujours... Non, le peu qui existe, est-ce qu'il arrive à trouver du travail à faire? Non, excusez-moi. C'est le langage de... Est-ce qu'il arrive à trouver du travail là, moi qui me gêne? Est-ce qu'il arrive à se faire un emploi? C'est ça le plus important. Non, mais quand je dis trouver, pour qu'on puisse aller travailler, qui va créer l'emploi? Il faut que les jeunes créent l'emploi. Il faut créer l'emploi. Je n'ai pas dit d'aller faire jalonneur parce qu'il a touché des points essentiels. Il a dit, par exemple, la construction, il parle de maçons. Vous savez combien sont présentement là? Ils ont la capacité, ils cherchent, ils se lèvent tous les jours, mais ils n'ont pas de job. Parce qu'il y a un fort ralentissement de l'activité économique. Ça, je vous assure. Non, je vous assure. Il est comme à l'État d'impulser le dynamisme. Ah oui, justement, il faut l'ouverture. Si le pays est lancé, avec bien évidemment la politique des grands travaux, les gens ont la capacité
on peut pouvoir à ça, mais tant que on est un peu dans le sujet ça n'ira pas. Bon, c'était une parenthèse par rapport à la journée. On y va peut-être plus en profondeur. La parenthèse est intéressante. On passe tout de suite au premier sujet, le Ghana. On va parler quelques minutes avant la pause. Les premiers essais d'un vaccin contre le paludisme. Une semaine après le Malawi, le Ghana a lancé mardi une campagne sanitaire utilisant les premiers vaccins mondiaux contre le paludisme, une maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, particulièrement les enfants. Les premiers vaccins ont été administrés à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale. J'espère que cela nous aidera à éliminer le paludisme afin que le Ghana puisse être un pays exempt de palud. C'est ce qu'a déclaré le chef de la polyclinique Ewin, Dr Justice Arthur. Vous rappelez, Basile Abouan évoquait ici un essai que le Burkina avait fait avec des moustiques qui ont été lancés dans la nature. Bon, là, on est à des tests de vaccins. Ça devient plus spécifique, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle. Donc, il y a eu cette expérience-là de moustiques à qui on aurait inoculé un certain produit que lorsque ça pique, ça enlève le truc là et le palu ne vient plus. Et ça a fait tout un tollé à l'époque au Burkina. Et donc, je crois que ce volet aujourd'hui est beaucoup plus d'appoint. Parce que lorsqu'on peut noter près de 5,5 millions de décès parmi les jeunes en 2018, je crois, et donc un peu plus dans certains États de l'Afrique. Et je crois que c'est l'Afrique qui est la cible privilégiée du paludisme. Et moi, je me dis, cette maladie aurait été une maladie occidentale qu'on aurait déjà trouvé des vaccins. Ça fait des années que cette maladie tropicale, et donc c'est comme ça on l'appelle, et ne trouve pas. Et c'est les enfants les moins âgés qui en souffrent. Alors si le Ghana se met donc dans cette lancée aujourd'hui, on ne peut que encourager le Ghana. Et le Malawi est passé. Il paraît que le Kenya sera donc la prochaine cible. Et c'est d'une importance capitale. Et il faudrait que nous puissions vraiment réfléchir à ça. L'OMS et autres là, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a trop traîné. Il faut quand même reconnaître qu'on a trop traîné sur cette maladie. On a eu comme l'impression que la maladie elle-même va s'en aller. Parce que, bon, il y a des pénicillines, je ne sais pas de quoi, qu'on nous inoculait à l'époque. Et moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait une Ivaquine, voilà. Il y avait très amer. Très amer. Il y avait Kilimax, c'est la Kilimax, voilà. Il y a eu Kako. J'étais au CM1 quand je suis tombé malade. On m'a fait une piqûre de Kako. Je n'ai jamais oublié le nom de ce produit-là. Mais toujours est-il que ça n'a pas donné le résultat escompté. Alors si jusqu'à présent, nous continuons donc par nous battre contre cette maladie, la prière est que vraiment, on arrive vraiment à cerner cette maladie et pour que l'Afrique puisse être exempte de ce mal-là. Est-ce que le monde en général et l'Afrique en particulier a pris la question du paludisme comme une préoccupation majeure au même titre par exemple que le sida? Non, quand on parle, c'est toujours l'OMS. On ne voit pas en tant que tel les chercheurs africains sur le domaine. Donc c'est déjà un problème que les Africains n'ont pas su vite se lever pour résoudre. Le sida, c'est qu'à un moment donné, le sida n'était pas une maladie tropicale. Et ça se répandait partout. Donc les Occidentaux, qui sont les maîtres à penser en la matière de recherche, ils se sont levés tôt, ils ont trouvé... Merci de rester à notre compagnie. Voici les titres à la une de l'actualité.